Sorcier gourou et dieu du sexe, Charles Manson avait tout pour devenir un mythe dangereux. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au début des années 90, quand le métalleux Brian Warner se cherche un pseudo, il colle au prénom de Marilyn Monroe le nom de Manson. L'idée est géniale, confrontant le glamour et la violence, les deux facettes de l'Amérique. Et au passage, elle continue à diffuser dans l'inconscient collectif le mystère Manson, désormais élevé au rang de concept désincarné, de purs symboles maléfiques. Il y a certains musiciens qui ont dit que c'était maintenant une figure aussi omniprésente et incontournable que Jésus-Christ ou la Vierge ou Hitler, quoi. Voilà, c'est devenu immortel. On a une sorte de postérité qui témoigne de ce côté mythologique et iconique de Charles Manson, qui va finalement plaire à tous les mouvements contestataires, qui soient aussi différents que le rap d'un côté ou que les mouvements métal de l'autre. Marilyn Manson n'est pas la première star à vouer un culte ambigu aux criminels. Avant les meurtres, Charles Manson aurait côtoyé Neil Young ou les Mamas and Papas. Lors de soirées démentes, il fréquentait Steve McQueen ou Jack Nicholson dans le Los Angeles fou des 60s. Si cette histoire avait été une fiction, personne ne l'aurait cru. Charles Manson est une sorte de criminel people. À la fin des années 60, la scène musicale de Los Angeles est au centre des attentions. À Los Angeles, c'était la douceur de vivre, l'amour, le sexe, etc. Voilà pourquoi les gens s'installaient là-bas. Neil Young est arrivé ensuite du Canada, il y avait Johnny Mitchell, il y avait les Eagles, il y avait James Taylor, il y avait vraiment une scène extrêmement florissante et extrêmement talentueuse et qui, elle, reflète bien de la douceur de vivre de la Californie de l'époque. De 1967 à 1969, Charles Manson rêve lui aussi de gloire, à l'image de ses idoles, les Beatles. Il essaye de trouver sa place dans l'industrie musicale, se faisant inviter aux soirées, espérant y croiser des producteurs. LA était un endroit bizarre dans les années 60. Tout changeait. Quand Bob Dylan chantait que les temps changeaient, c'était ça, on y était. Les gens du business étaient parfois amis avec ceux qui étaient dans la rue. Il y avait vraiment des gens en difficulté. On voyait beaucoup de producteurs ruinés. Et Manson intriguait les gens. On voyait ce petit bonhomme traîner, avec ses cheveux dans les yeux et sa guitare. Et il clamait partout qu'il était doué, qu'il était un bon chanteur. Il était son propre agent artistique. C'est par un hasard total que Charles Manson va toucher son rêve du doigt, grâce à une rencontre avec Dennis Wilson, le batteur des Beach Boys. Au printemps 68, les superstars de la surf music sont sur le déclin. Dennis Wilson vit vers Topanga Canyon, un repère hippie à l'extérieur de la ville, quand un jour sa route croise celle des filles de la famille. Dennis Wilson a pris les filles en stop et les a ramenées chez lui. Il est parti par ailleurs continuer sa journée de batteur du groupe, c'est-à-dire il a été enregistré. Et le soir, lorsqu'il est rentré chez lui, il a trouvé sa maison occupée par une douzaine de personnes. Donc les deux filles qu'il avait pris en stop, mais également d'autres jeunes filles qui avaient entre 20 et 25 ans, et deux hommes, semble-t-il, dont Charles Manson. Des filles totalement offertes à lui que Dennis Wilson accueille volontiers. Charles Manson comprend immédiatement comment se rendre indispensable aux yeux du batteur. Son passeport pour la célébrité. Charles Manson voulait faire plaisir à Dennis Wilson. Donc il s'assurait que Dennis ne manque de rien. Tu veux la drogue? Ouais.
Tuer les filles? Ouais. Juste pour être sûr que Dennis ait tout ce dont il avait envie. Dennis était là, bien sûr, pourquoi pas? Il n'était pas très sérieux, il avait du talent, mais il n'était pas très sérieux. Il en a profité lui aussi, il s'en foutait. Dennis avait beaucoup d'argent. Et apparemment, il était fasciné par Charlie. Il aimait sa compagnie. Il l'écoutait prêcher sa folle philosophie. Une partie des filles de la Manson Family vit carrément chez le Beach Boy. Sans complexe, le batteur évoque son nouvel ami dans une interview parue en décembre 1968. Quand je l'ai rencontré, j'ai trouvé qu'il avait de bonnes idées musicales. On écrit ensemble en ce moment. Il est un peu débile, mais j'accepte son approche, il m'apprend des choses. Les deux hommes, inséparables, sont de toutes les soirées hollywoodiennes. Le gourou caméléon se fond dans les nuits californiennes aux côtés des grands noms du cinéma. Dennis Wilson lui présente ses copains, Steve McQueen, Warren Beatty. Pour se faire adopter, Manson leur sert ses filles sur un plateau. Mais une autre rencontre va tout faire basculer. Dennis Wilson lui présente son producteur, Terry Melcher. Quand on voit Terry Melcher, c'est le personnage de Gatsby magnifique, c'est-à-dire c'est le Californien, l'image d'Épinal du Californien très riche, blond, sportif, etc., conduisant les voitures de sport italiennes. Donc Charlie Manson, voyant un personnage comme ça, se dit voilà, je ne le lâche plus. Terry Melcher accepte d'écouter les compositions de cet étrange petit homme. Ils enregistrent ensemble quelques morceaux dans le studio personnel du frère de Dennis, Brian Wilson, le leader des Beach Boys. Parmi les titres proposés par Manson, une chanson attire leur attention. Les Beach Boys vont enregistrer juste après l'été 68 une démo qui a été enregistrée par Charles Manson, qui s'appelle Cease to Exist, qui est une chanson un peu, une sorte de mantra, c'est-à-dire une chanson en boucle qui revient, qui est pas mal quand même, il faut bien l'avouer. Et Charles Manson a fait paroles et musique, et les Beach Boys vont donc enregistrer une version qui va s'appeler Never Learn Not to Love. Charles Manson est en train de réaliser son rêve. Le groupe mythique décide de reprendre sa chanson à lui, le petit caïd de Cincinnati. Il voit se dessiner sa carrière musicale, s'imaginant déjà plus connu que les Beatles. Seulement, les choses se gâtent. Dennis Wilson finit par se lasser de la présence constante de la famille. Et Dennis Wilson va rapidement s'apercevoir que ça prend des proportions incontrôlables, c'est-à-dire que sa maison est squattée par finalement près d'une vingtaine de personnes. C'est une belle maison californienne dans les beaux quartiers, donc les voisins commencent à se plaindre parce que la famille, c'est quand même des gens qui sont, pour la plupart du temps, qui se promènent nus, qui font beaucoup de bruit, qui chantent, qui passent leur journée à fumer également, enfin bon bref. Et Dennis Wilson, lui aussi, est rapidement, il est rapidement débordé par la situation. Tout le séjour de la famille et de Manson dans sa maison vont lui coûter un peu plus de $100 000, ce qui à l'époque est une somme absolument colossale. Furieux, Dennis Wilson vire la bande de hippies débraillés. Au même moment, Manson apprend que les Beach Boys ont changé les paroles de sa chanson. Il n'est plus crédité comme auteur. Il entre dans une colère noire et commence à harceler Terry Melcher, chez lui, à Cielo Drive, une adresse qui fera la une des journaux, quelques mois plus tard. Charles Manson lui court après, il le sait, il est constamment après lui, il cherche à le joindre au téléphone, il appelle son agent, constamment lorsqu'il est avec Dennis Wilson, il dit « je veux voir Terry Melcher », je lui ai donné des bandes démos, qu'est-ce que ça devient, c'est quand que je rentre en studio. Terry Melcher ne veut plus entendre parler de lui.
et déménage. C'est Roman Polanski et Sharon Tate qui reprennent la maison. Charles Manson, rejeté, envie rageusement tout le monde. Surtout ceux qui connaissent le succès. Désormais, les ennemis à abattre. C'est à ce moment-là qu'il ordonne à ses fidèles de commettre les meurtres les plus choquants de l'été 69. Même s'il sait que Melcher n'habite plus là, il leur demande d'attaquer un lieu symbolique de son échec. La maison du producteur. Je pense qu'au départ, il y avait effectivement beaucoup de ressentiment, une vengeance dirigée contre Terry Melcher. Et puis, il s'est dit, tant ceux qui sont là, finalement, ils paieront aussi pour Terry Melcher et puis pour les autres. Après son incarcération, Charles Manson n'en démord pas. Sortir un disque l'obsède. Depuis sa cellule, il harcèle un producteur pour qu'il édite ses quelques chansons enregistrées à Los Angeles. En mars 1970, sort un album, Lie, The Love and Terror Cult, à 2000 exemplaires. La pochette est un détournement d'une image de la une du magazine Life, sorti quelques mois auparavant. Le mot « vie » est transformé en mensonge. Manson se réapproprie ainsi son image, créant avec ce seul disque sa propre légende, celle d'un musicien anti-système maltraité par les médias. Le fantasme ultime du rocker dangereux et détesté. Au fil du temps, l'image devient l'objet d'un culte malsain chez les musiciens en mal de provocation. En 1993, Axl Rose, chanteur des Guns N' Roses, reprend non seulement un titre de l'album de Manson, mais il apparaît aussi sur scène arborant un t-shirt représentant la fameuse pochette. Je pense qu'ils essaient d'être dangereux, d'être punk rock, anti-système. Manson n'avait pas vraiment de talent. Et ils se disent « Ouah, je suis en train de chanter une chanson de Manson ». Pourtant, le culte se propage. À l'époque, Zombie Rust n'a que 11 ans. C'est en voyant le t-shirt d'Axl Rose qu'il commence à s'intéresser à Charles Manson. Devenu artiste, il se met à dessiner le gourou. Il avait ce visage sarcastique qu'il affichait pendant le procès. Il a plusieurs visages en réalité. Cette expression-là en particulier, celle qu'il a quand il se moque des gens, quand il se moque des autorités avec sarcasme, c'est la plus iconique. Ces dessins, il décide de les transférer sur des t-shirts qu'il vend sur Internet à d'autres passionnés. J'imagine qu'ils ont le même enthousiasme que moi. Ou alors ce sont des supporters de Charlie. À ce moment-là, notre seul point commun, c'est l'intérêt pour cette affaire. Je souhaitais exprimer mon admiration pour la culture pop et faire vivre cette histoire pour que la culture pop perdure et que les générations futures sachent ce qu'il s'est passé. Le culte se propage, d'autant plus que Charles Manson continue d'alimenter son mythe depuis sa cellule. En 1993, il sort un recueil de morceaux, le Live at San Quentin, la prison où il était incarcéré, en référence à un disque célèbre de Johnny Cash. Cette fois-ci, empruntant au code des pochettes old school jusqu'à la typographie, il se donne l'image d'un vieux sage folkeux, apaisé, jouant tranquillement sur sa guitare acoustique. Fascinés, de nombreux groupes y font désormais référence. Et pas seulement de sombres musiciens un peu tordus. Trent Reznor, futur musicien des films de David Fincher, était obsédé par le criminel dans sa jeunesse. Les rockers cultes Brian Johnston Massacre y font souvent référence. Les rappeurs de NWA, Ice Cube et Dr. Dre aussi. Et l'énorme groupe de Stade Kasabian a même tiré son nom d'une des adeptes de Manson. Objet de fiction, de culte et de fantasme. Charles Manson a tellement imprégné la culture populaire, tel un grand méchant d'histoire pour enfants, qu'on en oublie parfois que ses victimes ont réellement péri sous ses ordres. On en vient presque à gommer l'horreur des crimes de Manson
pour ne retenir que l'aspect contre-culture et le fait que Manson aussi franchit un certain nombre de tabous et les tabous ultimes de la société américaine.